we are in time. We are now, and this is the order of the presentations, and these are the instructions. So please check that your name is correctly spelled in Zoom in order to give you correctly the certificate at the end of the conference. And during your turn, you can share your presentation, but remember to stop sharing your screen when you have finished, so the next participant can take control. And I think we have 12 minutes to present the work, and I will warn you when you have 3 minutes left. I said to you, and I will say to you, and everybody will be able to write questions on the chat, and you can answer on the chat. And if we have enough time at the end of the session, we can discuss them. And please turn off your microphones and cameras when it is not your turn, so we have less problems or less issues with the connection. So I stop sharing my screen, and welcome everybody to this interesting session about educational reforms in the context of the COVID-19 challenges and prospects. And we will start with Professor Yusuf Adami Khalil and the presentation about educational reforms in the context of COVID-19 challenges and prospects. So the floor is yours. Can you share your screen? Okay, I will start sharing the screen now, and I hope the time it takes to share the screen is not counted. Okay. Okay, can you see my screen now? Yes, perfect. Okay. I don't know, I should say good morning, good afternoon, good evening. In my place, it is evening, but I don't know for other locations. My discussion is going to be centered on educational reforms in the context of COVID-19 challenges and prospects. And I think I would take a particular reference to emerging economies or developing countries. This is basically the outline of the discussion, depending on if time permits. And in the abstract, you will see that basically education now is centered towards either traditional face-to-face learning or blended learning or exclusive online training. We are going to consider the 3 and see preferences and maybe some possible challenges and recommendations. The keywords are itemized here as online education, synchronous learning, asynchronous learning, as well as blended learning. Why I think it is timely to discuss this topic currently is for the fact that learning and development have been interrupted and disrupted for millions of students. And the pandemic has exacerbated well-documented opportunity gaps that put low-income students at a disadvantage relative to their better-off peers, according to Economic Policy Institute. And therefore, this international conference is well timely, especially one of the topics to be discussed upon. Now, when we consider the impact of COVID-19, maybe precisely as at ending of December 2020, you'll notice that over 103 million are affected. And even though over 57 million have recovered, but yet recorded deaths were over 2.23 million. So it is quite enormous. And the impact has affected almost all spheres of life, including the social, the economic, the political, the environmental, educational, technological, as well as legal.
And therefore, there is need for redirection in terms of every sphere of life to take and cater for this kind of situations. But when we consider the educational impacts precisely, we will notice that as an instance, in the pre-COVID financing gap to be able to reach SDG 4 that has to do with education, we have a gap of 11%. But as a result of the COVID, this gap has increased by additional 18%, making it a total of 29%. And this means there's going to be slower progress than projected, more students than projected, higher unit of cost of education. There will be greater data availability though, but there will be less time to achieve the targets. And therefore, this is a very great challenge educationally. And additionally, you notice that there is going to be sharp increase of dropouts as a result of the COVID-19. Because of this COVID, over 1,750 million students were affected because of the closure of schools. Now, as the closure is being released, schools have been going back, but since the impact has affected almost every sphere of life, so you may find a sharp increase in the level of the dropouts of the expected students, especially in the developing countries. And therefore, one of the issues of consideration in this kind of context is transitioning to e-learning. That we call it e-learning or online learning or online education, doesn't matter, they're all the same. But some variety of different platforms could be used to achieve this. And the prominent among them are massive online open courses, we call MOOCs, virtual learning environments, you have video streaming services, you have virtual instructor-led training, there are discussion boards, there are forums, there are podcasts. All this can be used as platforms for e-learning. And the e-learning could either be synchronous or asynchronous, because in most cases, you can have either 100% online education, or you can have a hybrid or blended system. The hybrid or blended are of two categories. You have the one we could call blended or hybrid, whereby students can pursue a combination of online and on-campus courses. But another blended learning is a combination of asynchronous and synchronous learning activities in the same course. And you can have purely online courses, you can have MOOCs, that we have discussed earlier on. All these ones are different combinations. Where you have synchronous online training, a lot of platforms can be used. These are either video, audio conferencing tools for synchronous sessions, like the one we are using currently, Zoom, Google Meet, WebEx, Skype, and a lot more, meaning we have these facilities available at our disposal for usage. For asynchronous sessions, we have a lot of tools that has to do with the learning management system, LMS, like Classcraft, Nearpod, Edulastic, Canvas, Google Classroom, CISO, and a lot more, meaning we equally have these kind of tools at disposal to make things easy. Now, blended learning tools are tools that can provide with the opportunity of both the synchronous and the asynchronous session, not online and on-campus learning we are referring to here. A typical example is Juiced for Education, where you have a lot of facilities you can utilize. You can have a cloud environment for saving the document, like Google One or Google Drive. You can have a Google Classroom environment for their asynchronous sessions, and you have a lot of tools you can utilize here. And you have Google Meet that you can use for the synchronous. You could have Microsoft Teams, that the possibility of providing both synchronous and asynchronous at the same time. And you can use Moodle for the asynchronous and integrate it with another tool like Zoom for the synchronous sessions, meaning you have facilities and platforms that are possibilities for all these kind of e-learning sessions to take place. But unfortunately, when we consider the challenges of education in the context of developing countries, like my country, Nigeria, for example, you notice that technology infrastructure is a challenge. Internet and data accessibility is equally a challenge, especially in remote areas. Policy is another challenge. In most developing countries, there is no policy that is attached to transitioning to e-learning education.
In fact, at some point in Nigeria, they don't even accept online certifications or online certificate, course online educational certificates, even though they have been transitioning there. But that is a very good indication that the policy is quite lacking. Economy is another factor because you need to provide some cash to be able to make all these infrastructures available. And then pedagogy and andragogy is another challenge because the kind of methodology you require to interact with online participants will differ much with the kind of methodology you require to interact with face-to-face traditional learning because of some effects that has to do with some of the participants that may tend to be available online. Unfortunately, they are not really participating. They are not part of the class. Some narrations by Odua in Kenya and Vegas as well could be able to attest to these kind of challenges in the developing countries. Now, to be able to cater for this online study, there are some minimum level of skills person ought to require. And one of these skills is knowledge and skills relating to the use of live conferencing tools, meaning these tools for the synchronous sessions, as well as live streaming facilities. You must be conversant with their usage and how you can be able to integrate one another and other tools like a live board to be able to move on from a particular platform to another as you are making on the online presentations. Another skill required is self-paced remote teaching skills, meaning you are not within a face-to-face environment. In an asynchronous session where you need to provide self-paced remote teaching, you must be conversant with how would you be able to design your content. What kind of materials do you require? The images, maybe the possible videos, animations that will be able to attempt to help participants understand the course better. Another skill that is necessary is screencasting. You should be able to record yourself or your computer screen on both the video and audio multimedia. And you have a lot of facilities to enable you to do that. And lastly, but not the least, is the ability to engage students. Some learning management systems like Classcraft or Dojo or Veon are able to provide this kind of possibility. And this skill enables teacher to overcome what we call bystander effect, which is a lens for understanding patterns of participation. So this is also a very important skill. So these are the least 4 skills required for anybody to be conversant with online teaching and for it to be very much adaptable. In terms of recommendations, I believe the recommendations provided in the policy brief by Education during COVID-19 and Beyond of the United Nations in August 2020 is very much paramount. One, there is need to suppress transmission of the virus and plan thoroughly for school reopenings, which is already happening in some countries. There is need to protect education financing and coordinate for impact because of the serious gap in achieving SDG. Then we need to build a resilient education systems for equitable and sustainable development. We need to imagine education and accelerate change in teaching and learning to enable us cater for all these challenges. Briefly, I think I am still within my time and I'm able to cover this. Thank you very much. Lastly, but not the least, this is the link to my presentation for anybody who might be interested. And I think I will copy it and paste it in the chat so that anybody who is interested can be able to access it. Thank you very much and best regards. Let me paste it now and then give the floor to any other person who is supposed to come up. I will stop the sharing so that I can be able to share the link. Sorry, I'm trying to look at the chat. Yeah, the chat. Maybe you hide it so that I don't see it. It's near participants. Near, yes, perfect. The link is shared there now, and I have stopped my sharing. Thank you very much, and the best regards. Thank you very much for your interesting presentation and for the time. You are very precise in your time. So thank you very much. And we have
now the next presentation, and you can write your questions in the chat, and we can answer the questions directly, or if we have enough time at the end of the session, we can discuss these questions. So we have now Abdelhamid Boulaksili. Yes. Okay. You can share now your screen. Yeah. 1 minute. 1 second. And we are talking about l'impact de l'enseignement à distance sur les personnes scolarisées en période de la crise de la COVID-19, cas du Maroc 19. Oui? Oui. I can start it. I can start my presentation. Yes, of course. The floor is yours. Yes. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci la présidente de cette session. Donc, tout d'abord, j'ai un immense plaisir de participer via cette communication intitulée Impact de l'enseignement à distance sur les personnes scolarisées en période de la crise de la COVID-19. Et j'ai pris comme cas le cas du Maroc. Donc, j'ai un immense plaisir de participer à ce 3e colloque international organisé par Aminit. Cette communication présentée par moi-même, Abdelhamid Boulaksili, doctorant au Centre doctoral Économie, Gestion et Développement durable de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. Elle est préparée aussi par mes professeurs Mohamed Hammish, mon encadrant de ma thèse de doctorat, et ma collègue Yusra Ilhajel, doctorante au Centre doctoral de la Faculté de droit de Rabat, et aussi par Monsieur Abdenbi Al-Marzouqi, professeur à l'université, à la Faculté de droit de Agdel. Donc, pour commencer bien sûr cette présentation, d'accord. Donc, pour introduire cette communication, on peut dire que la crise de la COVID-19 a impacté le système éducatif marocain de graves secousses socio-économiques. Ces secousses ont bouleversé la vie de près de 9,2 millions de Marocains. Ainsi, pour remédier à ces secousses, les autorités marocaines se sont mobilisées en toute hâte pour protéger la santé aussi bien des apprenants que celle des enseignants et du personnel. Donc, afin d'assurer la continuité pédagogique pendant la fermeture des lieux d'apprentissage, les établissements concernés se sont tournés vers l'ETIC, ça veut dire les technologies d'information et communication. Donc, à l'égard des inégalités éducatives, les établissements marocains ont fait davantage appel aux techniques traditionnelles d'enseignement à distance, combinant parfois ou souvent la diffusion des cours à la télévision et distribution du support imprimé avec bien sûr les cours parfois en ligne. Donc, il est fort ainsi de constater que la crise COVID-19 a fait exacerber les disparités éducatives existantes. Un grand nombre des habitants des zones pauvres ou rurales ont risqué de ne pas apprendre leur scolarité. Cette situation pourrait réduire à néant des décennies de progrès réalisés suite aux efforts déployés par le Maroc. Donc, ceci est dit, l'objectif assigné à cette communication consiste à évaluer l'impact de l'enseignement à distance sur les apprenants marocains, à savoir les élèves et les étudiants, en période de la pandémie COVID-19. Par la suite, on va essayer d'analyser les perceptions des apprenants objets d'études en ce qui concerne cette nouvelle expérience de l'enseignement à distance, tout d'abord, et de connaître par la suite leur réaction vis-à-vis lors de report ou d'annulation des examens. Donc, avant de répondre à la question centrale révélée,
nous allons essayer de rappeler quelques efforts déployés récemment par le Maroc pour s'attaquer à la complexité des réformes engagées. Donc, en 2019, le Maroc a adopté la loi cadre 51-17 dans laquelle l'apprentissage occupe une place centrale et qui prend en compte à la fois les causes immédiates et plus profondes de la crise des apprentissages. Ainsi, plusieurs programmes d'appui au secteur de l'éducation et l'enseignement ont accompagné les efforts des autorités marocaines en s'attachant plus particulièrement à améliorer les acquis scolaires et la gouvernance du secteur. Or, le COVID-19 menace aujourd'hui de fragiliser tous ces avancées. Les mesures de confinement ont entraîné la perte d'au moins 3 mois d'apprentissage chez environ 900 000 enfants d'âge préscolaire, 8 millions d'élèves de primaire et de secondaire et 1 million d'étudiants de supérieur. Donc, cette réalité est déjà faite l'objet d'un rapport publié par la Banque mondiale montrant que l'apprentissage annuel moyen pourrait diminuer de 2% par apprenant. Et ça, c'est grave, bien sûr. Pour remédier à cela et aux impacts néfastes de cette crise sanitaire, le ministre de l'Éducation a pris des mesures rapides pour réduire au minimum les pertes d'apprentissage pendant la crise via la mise en œuvre de l'apprentissage à distance. Mais les disparités d'accès à cet enseignement à distance risquent de creuser davantage les inégalités face à l'éducation. Donc, pour mener notre étude empirique, on a réalisé une enquête par questionnaire menée en ligne. On a opté pour cette démarche car elle nous permet d'interroger un plus grand nombre d'individus. Cette enquête a été réalisée sur la base d'un échantillon de 3707 apprenants qui poursuivent leurs études au sein des établissements marocains, sélectionnés bien sûr au hasard. Il est constitué bien sûr des élèves de primaire, secondaire et même si des étudiants des facultés bien sûr marocaines, mais il s'agit notamment des établissements publics qui poursuivent leurs études donc au sein des établissements marocains sélectionnés au hasard. Il s'agit bien sûr d'une technique d'échantillage aléatoire simple et selon les caractéristiques qui apparaissent bien sûr sur l'écran, comme vous le voyez bien sûr. Ainsi, pour analyser les réponses de questionnaires récupérées, on permet de mieux appréhender la complexité de contexte de l'éducation à distance au Maroc et d'en déterminer les points faibles et forts. Donc, comme résumé des résultats trouvés, on peut dire que pour la couverture des programmes par les cours à distance, 66% des apprenants considèrent que l'enseignement à distance ne permet pas de couvrir le programme pédagogique annuel. Ainsi, les résultats d'études en termes de la répartition des personnes scolarisées selon les mesures envisagées pour remédier à l'insuffisance de l'enseignement à distance montrent bien que plus de 50% des personnes scolarisées n'ont envisagé aucune mesure pour remédier à l'insuffisance de l'enseignement à distance. Ainsi, quant à l'impact de l'annulation ou de report des examens sur le suivi des cours à distance, il est fort de constater qu'il y avait le recul de suivi des cours. Ainsi, on peut dire en grosso modo que les principaux impacts de l'enseignement à distance sont l'addiction aux outils électroniques avec 61%, les difficultés d'assimilation pour 51% des interrogés et les troubles de concentration avec 41% des citadins interrogés dans le milieu urbain. Par contre, les problèmes, donc les difficultés d'assimilation et les troubles de concentration constituent les principales entraves devant les citadins scolarisés en milieu rural, avec les pourcentages respectifs suivants. 81%, 51% et 40%. Ainsi, comme conclusion générale, on peut dire que le Maroc doit repenser son système éducatif et de continuer de mettre l'accent sur les objectifs de sa vision stratégique de 2030, ça veut dire de 2030,
et tirer les leçons de la crise sanitaire pour accélérer ces réformes. Pour ce faire, c'est après quelques propositions. Tout d'abord, on doit développer ce qu'on appelle le développement professionnel des enseignants pour se familiariser avec, bien sûr, ces supports digitaux ou ce qu'on appelle le numérique. Accélérer le rythme de la digitalisation à tous les niveaux. Nouer des partenaires publics-privés pour plus solides afin, bien sûr, de bénéficier des expertises qu'il y a déjà accumulées par le secteur privé. Améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous, ça veut dire que ce soit pour les couches sociales défavorisées ou pour les autres filets sociales. Ainsi, comme cinquième recommandation en proposition, on propose la réduction de la pauvreté des apprentissages et le renforcement de la redevabilité le long de la chaîne de prestation de services éducatifs. Ainsi, comme dernière proposition, il est fort, bien sûr, de s'inscrire dans des alliances internationales de coopération en matière d'innovation et d'échange de bonnes pratiques en matière d'enseignement afin, bien sûr, bénéficier des expertises des autres pays qui ont déjà pris le pas sur le Maroc. Voilà, cette présentation ou cette communication touche à sa fin. Et je vous remercie et à vous la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup, très intéressant. Et pas vraiment ajouter autant. So, thank you very much. I think we will have enough time at the end of the session to discuss these interesting presentations. We have now is the turn of Sarah El Adri. Yes, bonjour. Bonjour. La présentation, l'influence des TICs sur l'apprentissage des étudiants au sein de l'université marocaine en période du COVID-19. Oui, donc permettez-moi d'abord de partager avec vous ma présentation. Donc, bonjour à tous. Je voudrais remercier d'abord les membres du comité d'organisation pour leur invitation au colloque qui me donne l'opportunité de présenter mon intervention sur l'influence des technologies d'information et de communication pour l'éducation sur l'apprentissage des étudiants au sein de l'université marocaine en période de COVID-19. Donc, cette intervention est guidée par le plan suivant, une petite introduction, après un cadre de référence et méthodologie de la recherche, après une présentation et discussion du résultat, et enfin une petite conclusion. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, la propagation de la crise sanitaire de COVID-19 a fortement influencé et accélérer l'intégration, voire l'utilisation des TCE ou bien des technologies d'information et de communication dans le système éducatif marocain. Ces TCE sont aujourd'hui au centre des opérations d'apprentissage à tous les niveaux de l'enseignement. Donc, à cet effet, les autorités tutelles ont très vite adopté l'enseignement à distance comme une alternative pour ne pas dire un substitut, pour ne pas retomber sur un scénario pessimiste d'une année blanche. Donc, on parle de l'enseignement à distance lorsque l'apprentissage des apprenants est accessible à n'importe quel moment, à partir de n'importe quel endroit et en dehors de l'établissement éducatif. Donc, c'est à travers des moyens et outils électroniques accessibles à distance. Alors que les technologies d'information et de communication pour l'éducation renvoient à un ensemble de technologies parmi lesquelles l'ordinateur occupe une place privilégiée. Donc, ces caractéristiques principales sont de rendre accessible et transmettre n'importe où dans l'espace humain une quantité quasi illimitée de données très diversifiées. Donc, l'adoption de ce mode d'enseignement
dont l'éducation nationale nous amène à réfléchir à propos de leur influence sur l'apprentissage des étudiants. De cela, notre problématique est la suivante. Dans quelle mesure l'utilisation des TCE favorise-t-elle l'apprentissage des étudiants au niveau de l'université marocaine? Donc, répondre à cette question nous laisse penser aux sous-questions suivantes. Quelle est l'attitude des étudiants universitaires envers l'utilisation des TCE? Quels sont les facteurs qui facilitent l'utilisation des TCE? Quel est l'impact des conditions sociales sur l'apprentissage des étudiants? Quelle appréciation ont les étudiants sur l'enseignement à distance adopté par le Maroc à l'ère du coronavirus? Les TCE utilisent-ils réellement permis une amélioration de l'apprentissage des étudiants? Et enfin, quelles mesures faut-il prendre pour tirer meilleur profit de l'utilisation de TCE au sein de l'université marocaine? Donc, pour le cadre de référence de cette recherche, l'adoption de la théorie unifiée de l'acceptation et d'utilisation de la technologie développée par Roncatch et Hall en 2003. Donc, les auteurs de cette théorie ont arrivé à déterminer 4 variables qui constituent cette théorie, à savoir les attentes de performance, les attentes envers l'effort, l'influence sociale et les conditions facilitatrices. Donc, pour nous, on a déployé chaque variable pour expliquer l'influence des TCE donc, sur l'apprentissage. Pour le premier variable, est lié au degré auquel l'étudiant pense que les TCE vont aider à son apprentissage. Pour la deuxième variable, est relative aux attitudes des étudiants envers l'utilisation des TCE. La troisième variable est liée à l'environnement collaboratif entre le ministre, les professeurs et les étudiants. Donc, la dernière variable est relative au degré auquel l'individu croit qu'il existe des infrastructures pour supporter l'utilisation. Donc, afin de répondre à notre problématique, nous avons opté pour une méthode quantitative. Donc, à cet effet, un questionnaire a été distribué aux 60 étudiants faisant partie de l'université marocaine dans différentes spécialités. Aussi, nous avons ainsi récupéré 48 questionnaires remplis, ce qui veut dire un taux de réponse de 80% que nous jugeons très satisfaisant. Pour notre problématique, nous avons déterminé des variables qui permettent de caractériser notre échantillon. On a choisi 4 variables, le genre, la nationalité, la spécialité et l'établissement. Ça veut dire est-ce que l'étudiant est inscrit dans un établissement à accès ouvert ou bien un établissement à accès régulé. Donc, en s'inspirant de la théorie unifiée de l'acceptation et l'utilisation de la technologie, l'interprétation des résultats obtenus tourne autour de 4 éléments essentiels, à savoir comportés sur le tableau suivant. Pour la première variable relative aux attitudes des étudiants envers l'utilisation des TCE, les variables explicatives sont liées d'abord aux équipements informatiques utilisés. Donc, les étudiants, on a constaté que les étudiants utilisent le smartphone dans leur processus d'apprentissage. Concernant le degré de manipulation des TCE, on a jugé que 64% des étudiants ont fortement manipulent les TCE et ainsi que la troisième variable relative au degré de satisfaction des outils de learning. Donc, concernant les conditions facilitatrices de l'utilisation des TCE, on a utilisé deux variables. La première relative aux qualités de réseau et accès à Internet qui a un grand rôle dans le processus d'apprentissage via les TCE. Concernant la deuxième variable relative à l'environnement d'études à domicile, que les étudiants ont répondu qu'ils ont jugé moyen, c'est-à-dire n'est pas favorable à leur apprentissage via les TCE. Donc, concernant l'influence sociale sur l'utilisation des TCE, la variable explicative relative est sur les mesures prises par les établissements. Donc, les répondants ont jugé que les mesures prises sont satisfaisantes dans sa globalité. Concernant les efforts déployés par les professeurs, les répondants ont jugé que les efforts déployés sont dans sa globalité satisfaisants et tout à fait satisfaisants.
Donc, concernant les attentes sur l'amélioration de l'apprentissage des étudiants, cela s'explique par le niveau d'apprentissage et par le degré de satisfaction via la pratique de l'enseignement à distance. Donc, en s'inspirant en se référant à ces différents résultats et pour bien faire des TCE un outil au service de la promotion de l'apprentissage des étudiants universitaires au Maroc, nous proposons ce qui suit. D'abord, doter les établissements universitaires et les étudiants des ressources informatiques nécessaires. L'intégration des technologies doit se faire non seulement au niveau technique, mais aussi pédagogique. Développer l'enseignement à distance impose l'instauration d'une approche participative intégrant tous les parties concernées par le processus, soit les professeurs, soit les étudiants, soit la famille, donc intégrer tout dans le processus de l'enseignement à distance. Aussi, soutenir les efforts fournis par les établissements universitaires, c'est-à-dire formation, renforcement de l'effectif de ressources humaines en informatique. Et enfin, la création d'un climat de confiance dans l'utilisation des TCE est indispensable pour promouvoir le projet de l'enseignement à distance. Donc, cette recherche a revenu sur les apports d'apprentissage des étudiants universitaires au Maroc suite à l'utilisation de TCE en période de COVID-19. Donc, nous avons ainsi retenu des conclusions suivantes, à savoir la crise sanitaire a révélé la place importante du digital et les multiples avantages qu'il pourrait apporter au système éducatif marocain. Donc, aussi, de nombreux efforts doivent également être déployés pour renforcer le système de l'enseignement à distance qui ne remplacera certainement jamais l'enseignement présentiel. Les TCE constituent des outils indispensables à l'apprentissage chez les étudiants, mais facteurs internes qu'externes peuvent influencer le niveau d'apprentissage chez ces derniers. Donc, pour conclure, on peut dire que utiliser les technologies d'information et de communication pour l'éducation à l'école relève à l'évidence de la nécessité, soit à vouloir constituer ceci en sanctuaire durablement coupé de ce qui fait la réalité de l'activité économique et de la vie sociale avec des conséquences prévisibles d'une telle coupure. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci. We are now learning a lot of things. Well, we have some questions for maybe later. So now is Laia Fatima Sora Alami Talbi. You are sharing your screen now. The use of digital pedagogy tool in time of COVID-19, what behaviors and attitudes of university teachers in Morocco. So the floor is yours, and we cannot hear you. The microphone is. We can see the presentation, but we cannot hear you. Yes, so the floor is yours. No, we cannot hear you. No, it's something in your computer, I think. Maybe the configuration of the. Oh, yes. Yes. Speak. No. Check your configuration, the microphone.
Is the correct in the configuration? It's not working. And it's not here. The problem is not here because no. Can we try to if you can share me your configuration, maybe I can help you. If you can share the screen with the configuration in Zoom. No. No, I don't know, but I think it's your, because here you have the microphone able and it's not working. So if you don't mind, we can pass to the next presentation, and then if you can try to fix. Yes. So Ashraf El Filali, are you there? Yeah, I'm here. Yeah. If you don't mind. Yeah. Laia Fatima, you must stop sharing your screen. And then we come back and try to repair the issue. So it's okay. I can share my screen. Yes. Yeah. Okay. So I will try with this. Okay. Yeah, I have a notice that the host is put it off the screen, or the share of the screen of the window. So now? So I cannot. Yeah, so I cannot share my window. And now try again. It's okay. Yeah. Yes. I think. Yeah. Yeah. Okay. Oh. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour l'organisation de ce colloque. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est tout à fait pertinent et en rapport étroit avec la problématique du colloque, à savoir l'enseignement à distance au Maroc, à l'instar de la pandémie de Covid-19. Donc, avant de parler ou bien avant de traiter cette thématique, j'aimerais bien vous dire que voilà, je suis un professeur, donc j'ai tiré cette expérience d'après ce que j'ai vécu pendant la pandémie de Covid-19. Donc, c'est moi qui ai préparé tout cela à travers avec mes élèves. Donc, j'ai pu tirer certaines conclusions d'après ce que j'ai déjà vécu. Voilà. Donc, comme introduction à notre sujet, donc, comme vous savez tous, donc le secteur d'éducation est compté parmi les secteurs les plus stratégiques dans un État. Il est considéré parmi, bien sûr, les pivots, bien sûr, du développement de toute nation, d'où l'intérêt de bien
valoriser le système éducatif afin d'engendrer bien sûr des métiers qui seront valables pour le futur. Aussi au Maroc comme ailleurs, donc notre État il a investi dans pas mal de programmes en éducation, notamment bien sûr le programme d'émergence du secteur, notamment le plan d'urgence. Il y a bien sûr on va dire qu'il y a la vision stratégique 2015-2030. Ce sont des programmes qui ont comme objectif d'appuyer bien sûr notre système éducatif et le rendre très pertinent et comment dire, on va le rendre un peu moderne, qui va faire face aux contraintes actuelles. Donc, avec le contexte actuel de la pandémie de Covid-19, donc le ministère tutelle, qu'est-ce qu'elle a décidé bien sûr de fermer les écoles pendant l'année dernière et de recourir à ce qu'on appelle l'enseignement à distance dans le cadre de ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Pardon. Donc voilà. Donc pour faire face bien sûr à la pandémie de Covid-19. Donc par rapport à la problématique qu'on va entamer aujourd'hui, et ça concerne une approche comparative entre l'application de l'enseignement à distance au niveau du monde urbain et le monde rural. Et on va essayer de tirer quelques conclusions par rapport à cela. Donc voilà, tout en bien sûr intégrant la dimension du genre. Donc la problématique qu'on va traiter, bien sûr, c'est quel aspect pour l'enseignement à distance en contexte urbain et rural marocain. Donc, comme plan qu'on a choisi, donc bien sûr, premièrement, on va traiter quelques généralités par rapport à l'enseignement à distance. Donc, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire l'enseignement à distance. Puis par la suite, on va essayer d'entamer, bien sûr, le deuxième axe qui va traiter, bien sûr, cette problématique et on va essayer de comparer entre les deux. Bien sûr, voilà, l'enseignement à distance comme deuxième point. Donc, on va essayer de faire un petit peu quelques généralités par rapport à ça. Et troisièmement, on va entamer cette approche comparative. Donc, bien sûr, premièrement, par rapport aux généralités, bien sûr, de l'enseignement à distance. Donc, comme définition, bien sûr, l'enseignement à distance, bien sûr, il est constitué d'un ensemble d'un processus. Il est constitué d'un processus d'enseignement qui vise à doter que ce soit les tuteurs ou bien les apprenants, on va dire une éducation, tout en comptant en considération, bien sûr, la problématique ou bien la dimension de l'espace, puisque déjà, on sera face à un éloignement entre l'apprenant et l'enseignant. Et bien sûr, on prend en considération la gestion du temps. Donc, c'est une activité qui sera considérée comme souple et quasi autonome. Bien sûr, tout en prenant aussi la considération des nouvelles technologies d'informatique qui facilitent bien sûr cet enseignement. Donc, d'après cette définition, on peut tirer les éléments suivants. Donc, tout d'abord, l'enseignement à distance, c'est un processus. Donc, on va dire qui a des inputs et qui va finir vers des outputs. Donc, l'input qu'on veut intégrer au sein de ce processus est le suivant. Donc, il y a l'ère technologique, il y a l'enseignant et le tuteur. Donc, si on prend en considération, comme on a dit, la distance entre l'enseignant et l'apprenant, dans ce mode d'enseignement, l'apprenant il est obligé d'avoir ou bien d'acquérir une certaine autonomie. Donc, il doit compter un petit peu par rapport à lui-même afin de comprendre. Donc, bien sûr, le professeur, il ne va pas tout lui donner, donc il ne va pas lui tout transmettre. Donc, l'apprenant, il sera à la fois dans l'obligation de suivre les cours avec le professeur et bien sûr faire des recherches afin de compléter son apprentissage. Donc, c'est ça un petit peu l'enseignement à distance. Par rapport aux caractéristiques de ce nouveau mode d'enseignement, on peut dire qu'il est flexible, d'où l'intérêt qu'il supprime sur les obstacles liés à l'accessibilité. Donc, voilà, et l'apprenant, il a la possibilité de suivre le cours le temps qu'il veut. Bien sûr, il y a aussi l'adaptation. Donc, bien sûr, il est adapté par rapport à son rythme de travail, donc que ce soit ou bien lent ou bien rapide, et aussi ses capacités cognitives. Donc, aussi, il y a l'interaction. Bien sûr, l'interaction, bien sûr, on parle sur on va dire, sur l'existence d'un ensemble de plateformes web qui permettent de créer l'interaction directe
entre l'enseignant et l'apprenant. Et bien sûr, c'est pratique parce que déjà, il permet de fournir bien sûr une formation en temps et lieu asynchrone. Et bien sûr, les apprenants, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour avoir le cours en classe. D'accord? Par rapport aux limites qu'on a générées d'après ce mode d'enseignement, donc il y a malheureusement le cadre solitaire de l'enseignement à distance parce que déjà plutôt parce que l'apprenant il est dans l'obligation de faire face lui-même à l'information et d'essayer on va dire d'apprendre lui-même. Donc et malheureusement on trouve qu'il y a certains apprenants qui n'arrivent pas à s'adapter face à ce nouveau rythme. Donc aussi il y a le problème communicationnel parfois avec des problèmes liés à la technologie, etc. Donc on peut pas bien entendre par exemple que ce soit l'enseignant ou bien l'apprenant. Et bien sûr il y a le manque aussi d'autonomie. Donc comme on a dit tout à l'heure, bien sûr l'apprenant il est toujours face à la situation d'indépendance vis-à-vis de son tuteur. Voilà, donc on passera à un deuxième point. Donc, l'enseignement à distance au Maroc, solution face à la crise de la pandémie de Covid-19. Donc, d'après cet axe, donc on va présenter une étude menée par le Haut Commissariat du Plan, qui est réalisée depuis, je pense, le 14 vers le 23 avril 2020. Donc, cette enquête, elle est faite auprès des ménages, donc pour savoir bien sûr leur mode de vie, comment ils s'adaptent face à la pandémie de Covid-19. Donc, il y avait un petit point que l'étude a traité, et ça concerne bien sûr l'enseignement à distance, que ce soit au niveau urbain ou bien le niveau rural. Donc, il avait comme objectif d'appréhender notamment le niveau d'effectivement du confinement et les connaissances des ménages relatives au Covid-19. Donc, par rapport aux études, donc on n'a pas pris toute l'étude, mais tout ce qui concerne juste l'enseignement à distance. Donc, par rapport aux résultats qu'on a pu tirer d'après cette étude. Donc, tout simplement que les réseaux sociaux constituent le principal canal de suivi des cours à distance de pourcentage de 40%. Donc, voilà, les étudiants ou bien les professeurs, ils avaient comme préférence de suivre les cours aux réseaux sociaux plutôt que on va dire les plateformes créées par le ministère tutelle. Donc, bien sûr, malheureusement, pour un ménage sur 5, donc malheureusement, les enfants scolarisés ne suivent pas les cours à distance. Donc, à peu près de 21%. Malheureusement. Donc, on va dire, ou bien on va constater que la plupart n'a pas pu suivre les cours suite à quelques difficultés, notamment le manque ou bien l'insuffisance de canaux d'accès à distance, chose qu'on va traiter par la suite. Aussi, l'étude, elle a entamé la difficulté, bien sûr, ou bien de manipulation des outils informatiques parce que la plupart, comme vous avez dit, n'est pas informé dans le domaine d'éthique, la technologie des informations de communication, notamment que ce soit chez les profs ou bien chez les parents. Et surtout dans le monde rural, chose qu'on a déjà constatée. Donc, par rapport à l'enseignement à distance au monde urbain et au monde rural. Donc, comme j'ai déjà dit, ou bien comme j'ai déjà précisé, donc je suis déjà un professeur d'enseignement secondaire. Donc, j'ai effectué cette étude en étant un prof au collège qui se situe aux provinces de Sidi Qasim au Maroc. Donc, Sidi Qasim, si vous connaissez ou pas, donc il s'agit d'une province totalement rurale à 100%. Donc, l'ensemble des établissements scolaires qui se situent dans cette province, donc, se situent en monde rural. Donc, la présentation du champ d'études. Donc, on a pris deux champs d'études, à savoir un qui se situe bien sûr, comme on a dit, à Sidi Qasim, qui est une province au monde rural. Donc, il se situe à peu près 60 km par rapport à la ville de Kenitra. Cette collège qui s'appelle Gueddari, donc contient 22 classes. Elle a comme infrastructure des locaux du sport. L'établissement encore manque
bibliothèques, des outils informatiques qui hébergent 1600 élèves. Par rapport à l'état pratique qu'on a choisi, qui se situe dans le monde urbain, il s'agit bien du collège de Amro Alim, donc qui se situe au centre de Rabat. Cet collège, bien sûr, contient 3 départements comportant des laboratoires, des salles de multimédia, une bibliothèque, bien sûr. Donc, on peut dire que l'école elle est bien équipée, qui héberge à peu près 733 élèves. Donc, la méthodologie adoptée afin de réaliser, bien sûr, notre étude. Donc, on a effectué 4 entretiens répartis sur l'ensemble des cibles des enseignants, que ce soit au niveau du collège d'Al-Guittari et 6 enseignants dans le collège de Amro Alim. Donc, notre étude, elle avait comme objectif ou bien plutôt notre étude, elle concerne à peu près l'approche qualitative parce que la problématique qu'on a déjà traitée, elle est basée principalement sur des items qui sont purement qualitatif. Donc, pour cela, on a choisi un guide d'entretien qui est composé d'un ensemble d'items. Et l'entretien a été effectué par téléphone, par souci de confinement déjà. Les items d'analyse qu'on a pu retenir sont le nombre des groupes d'enseignements créés. Oui? 3 minutes. Le nombre des élèves. D'accord. Donc, on va essayer de faire rapidement. D'accord. Donc, par rapport à l'analyse, on a retenu dans notre étude, bien sûr, il y a le manque d'interactivité dans les groupes de WhatsApp, notamment dans le monde rural. Il y a le taux faible d'interactivité au collège. Donc, on a retenu que 20% des filles qui suivaient les cours à distance. Aussi, selon les profs interrogés, on peut dire que les filles qui sont considérés comme assidus en préparation des devoirs. Les garçons sont, on va dire, sont quasiment absents. Par rapport au monde urbain, donc, on a témoigné une création considérable des groupes WhatsApp et une interactivité qui atteint à peu près 60% des élèves. On peut dire aussi que 90% des filles qui suivaient des cours à distance. On peut dire que dans le monde urbain, donc on a retenu la même remarque chez les enseignants du 2e collège, à savoir que les filles qui travaillent beaucoup plus que les garçons. Donc, par rapport à la discussion des résultats, donc on a retenu trois facteurs. Donc, le facteur territorial, donc comme on dit, il y a la distance importante entre le collège et les patelins, notamment dans le monde rural, d'où malheureusement qu'il y avait un manque de communication entre le collège et les élèves. Donc, le facteur financier, il y a malheureusement la précarité chez les parents du monde rural, chose qui a empêché à ces derniers d'avoir acheté des téléphones ou bien équipé leur maison par la connexion. Il y a le facteur social, malheureusement, il y a les coutumes et les usages, donc qui empêchent à ce que les filles vont continuer leurs études et qui vont leur diriger vers les travaux ménagers. Donc, pour les recommandations qu'on a retenues, donc, on a proposé des projets de création de nouveaux établissements, chose qui va élargir le réseau des collèges ou bien les écoles d'une manière générale. Au niveau financier, on a proposé également un renforcement de l'appui aux familles grâce au programme du Taysir et augmenter bien sûr les attributions plutôt aux familles, afin de couvrir les charges liées à l'Internet et l'achat des outils informatiques. Et au niveau social, donc, on a retenu, bien sûr, comme proposition d'inciter au changement de mentalité et les coutumes pour renforcer l'intégration des élèves dans l'enseignement, que ce soit au classique ou bien à distance, et la lutte contre l'abandon scolaire. Donc, comme conclusion à notre travail, donc cette expérience d'enseignement à distance, bien sûr, dans le cadre de la continuité pédagogique, nous a permis d'arrêter sur les atouts de l'école marocaine et l'ensemble des lacunes qu'on doit surmonter. On a témoigné aussi une précarité intense qui touche bien sûr le monde rural, d'où l'intérêt de faire face à ce. Oh, yeah. Oh, it is. I think the connection has failed. Well,
we are in the conclusion, so I think we are finishing now, and even we try to go after with that. So Fatima, try to speak. We can, thank you. We can hear you. No. No. And now? Hello, Laura. Yes. Fatima is still muted. Her mic is still muted. Let her unmute the mic. Yes, and I try to reactivate. Well, I don't know. Now? Yes, it's active now. And we can't hear her any longer. No, it's we have a problem with the configuration. Try to view or to revise or to fix the microphone. Now, are you hearing me? Yes? Yes. Great. Yeah, I can hear you. Yes. It's too loud. Yes, it's loud with some level of interference. Okay. Now, is it great? Yes. Thank you. Perfect. Thank you. So I'm going to share my screen with you. Do you see my screen? No. No? No. Oh my God. Hello, Laura. Yes. It seems you removed her as a co-host. Can you please put her back as a co-host? Okay. Okay. Yes. I don't have control Now? to share. Try now. Okay. Oh, now it's great. I think it's fine. Yes. Yes. Oh, finally. Okay. Okay, shall I start? Yes, the floor is yours. Thank you. Thank you. So thank you, Laura.
I would like to thank, first of all, the organization committee and scientific committee for giving me the opportunity to present my paper that attempts to answer the following research issue. How do Moroccan university teachers behave during the continuity teaching period, the CTP, in the use of digital teaching tools, considered the only way to ensure distance education after the suspension of the face-to-face teaching? This paper is a part of a descriptive study that tries to describe the behavior and attitude and perceptions of university teachers about the use of digital teaching tools during the confinement or the lockdown called the continuity teaching period. This presentation proceeds as follows to answer the research issue. So first of all, I will present the methodology of measuring the behavior of teachers, university regarding the use of the DTT in addition to the research hypothesis and the explanatory variables. Then I will present details about the sample of the study and its characteristics. Findings of the study will be presented and discussed in the third section to finally conclude. So this study tackled about teachers' behavior in the use of digital teaching tools, which is measured by a variable called teacher involvement for each teacher activity, namely teaching, then supervision of dissertations and theses, and both of activities. So we call this variable global teacher involvement. We consider that an involved teacher during the CTP is one that provides his courses from a distance using interactive or non-interactive digital educational tool. And the non-involved teacher is one who sent the course to their students in PDF or PPT format only. So this paper chooses 6 variables that attempt to explain the behavior of teachers, university, of accepting or refusing the use of the DTT, which are the establishment support in putting distance learning courses online, the motivation for career by using 2 proxies, age and grade, the ICT level mastery, the perception of the teachers regarding the DTT, and finally, the previous use of the DTT before the confinement, of course. So the sample is based on data collected by an online survey of 4 inline questions. 4 of them are open-ended. The sample is formed according to the goodwill of 202 teachers, university respondents. Then the kind of the sample is accidental. The data collected covers the spring-summer session for 2019-2020 academic year. Now we'll move to present the sample characteristics. So first of all, 58% of the sample are male teachers. The cross carrier grade and age shows that the 2/3 of teacher samples has less than 50 years old. Moreover, teachers that have lower carrier grade are the youngest. Now, let's move to discipline and university distribution. We notice that the sample of the teachers are
from all the Moroccan universities. However, the distribution, as shows this chart, are not representative to the whole population. It is well to remember that the sample is accidental. Roughly 2/3 of teachers' sample are from economics and social humanity disciplines. Actually, let's move to the DTT relationship before the CTP period. So roughly 74% of the sample teachers have never benefited from any training in DTT before the confinement. 45% of teacher sample have a good to excellent ICT level mastery. Moreover, 55% of them have already used the DTT before the confinement. For all these reasons, the perception of 74% of teachers was positive regarding the use of the DTT before the confinement. So, according to these characteristics, and mainly the positive and favorable perception of teachers for using DTT before confinement, it is not surprising that teachers were very involved in hungry. Distance education for both activities, teaching. So we have 97% of teachers that are highly involved in distance education and mainly in teaching activity than in supervision activity. Overall, results show that most teachers are involved during the CTP, and 70% of them are satisfied to very satisfied from their experience of using the DTT to ensure their teaching. At the point that 86% of teachers are convinced to use the DTT from the start of the academic year, maybe because 65% of them are convinced of the role of the DTT in learning performance of their students. So overall, the results show that Moroccan higher education teachers were very involved in distance education during the lockdown. This behavior is largely explained by the profile of teacher sample that are young, so aged less than 50 years old, and motivated for their career and have a mastery of ICT, even if the large part of them do not have any training in the use of digital tools before the confinement. The perception of teachers for using the DTT was favorable before the CTP, and it is only confirmed and strengthened after this experience. Differences in behavior a priori exist between disciplines and university and deserve to be studied for further work. So, moreover, the small sample size for certain strata limits the scope of the results. Thank you very much. Thank you very much. And you solved quite well the problems. So thank you. And we have now the last presentation. And we have now
Obianuju Okeke Utsodike. Uju. Hello, Laura. How are you? Hi, fine, thanks. And can you share your screen now? Yeah, I'm trying to do so. Yes. You have the COVID-19 pandemic and the emergent transition in the education system, lessons from Nigeria and South Africa. Yeah, I'm getting there, trying to share my screen now. Mm-hmm. Okay, greetings everyone, greetings colleagues. I'm not sure my internet connectivity, if it will allow me. So I did a pre-recorded Yes. presentation. I'm just trying to get it. I don't know what I'm doing. Would you like that I could share I can share the presentation? Is it showing now on the No. screen? It's not. It's a scheduling made, but not the presentation. Is it showing? We cannot. No, we can. So if you. Okay. It's fine. I try again. Okay. Yes. Now. Here it is. Oh, good. Okay. So, thank you, everyone. Yeah. Laura, good to see you. I'm not sure where to show my face. We can see your picture, but not the camera. Then that's fine. Greetings, colleagues. My presentation is building on what I picked a lot of inspiration from Professor Khalil. I could see a lot of inspiration built from his presentation to what I'm going to present. The title of the presentation is COVID-19 Pandemic and the Transition in Our Education System, looking at two countries. I'm a Nigerian, and I'm living in South Africa, teaching in one of the universities. My co-authors are not available at the moment, so I'm presenting on behalf of three of us. So for the introduction and for the background, it covers quite a lot of what Professor Khalil has presented, the impact of the lockdown on economic activities, on education system, how it affected each and every one of us, the closure of borders, the travel restrictions, the shutdown of economic activities, and the education system, which is structured sort of thing. We saw a drift, a shift, a rapid shift from physical online teaching to blended learning, to different types of learning, but mostly online learning. So in terms of these two countries, like I said earlier, I am from Nigeria. I have one of my co-authors teaching in a university in Nigeria, and the other co-author, a Nigerian, but teaching in a university in UK. So we all have knowledge of what is happening in Nigeria, and I, being in South Africa as well, have idea of an in-house person having idea of what is happening in South Africa as well.
But one of our reasons for taking on these two great nations is more about their economic position and their regional contribution to the region and to the world as well. Then the purpose of the study is to look at the educational systems responses to COVID-19 pandemic. So we asked ourselves 3 questions. It has always been documented on the fragile education system we have, how we cope, how we manage, and how we sustain pandemic. And what are the lessons we are learning moving forward, navigating through the pandemic and moving forward post-COVID-19 pandemic? And what are also the policy implications? So in terms of the methodology is more or less a desktop study because COVID-19 research is emerging. In as much as most of them are desktop, there are quite a few that are quantitative and qualitative studies that have been conducted. So we took a review of some of these studies, and we looked at articles, publications that from reputable sources, government press release, publications, reports, and all that. So in terms of our results, we noticed similarities. We also noticed differences given the background of each of these countries. In terms of similarities, there were similarities in terms of lockdown measures that were put in place to contain the virus. But we also noticed that migration to online learning or digital learning points to level of, hello? It's more to the level of ICT development on these two countries, the level of ICT development, the levels of policy implementations within the two countries. We took a look at ICT development. In terms of International Telecommunications Union, the latest development index was published in 2017, and 176 countries were sampled. South Africa was one of them. Nigeria was also one of them. So if you look at Nigeria, look at 2016 and 2017, Nigeria made no change from their position. South Africa made a negative change towards decrease in terms of their development index, in terms of ICT. But also we took a more recent ranking looking at global connectivity index done by Huawei. And we found that both countries were sampled out of 79 countries. The indicators used by Huawei were about 40 indicators looking at ICT laws, looking at telecom investments, looking at ICT investments and some other investments. And these indicators were placed under supply, demand, experience, and potential of these particular companies. Nigeria was found to be rated 76 out of, ranked 76 out of 79, which is very bad in terms of connectivity index. And GCI score is around 27 out of 120. South Africa, which performed much better, was ranked 56 and scored 41 out of 120. So what are the implications of these ranking and ratings in terms of moving educational system, moving towards digital platform? So what we found is more of economic hardship in terms of people, in terms of parents, students being able to migrate to this level of teaching and learning. So we noticed widening margins of digital poverty, where some
students are able to log in, to have access to internet, to be able to continue with their studies. We found some students are not able to do so because of the poverty level. We found inequality in terms of families, households that are able to afford some of these ICT-enabled platforms for their kids to go back to teaching and learning, and some families that are not able to do so. So we also found a bit provision of PPE varied between private and public institutions within the education system. We also found specifically within Nigeria challenges of, I will call it insecurity or security, depending on the way you look at it. While the lockdown was eased, while students go back to schools, we get abduction issues where pupils will be abducted for ransom and things of that nature, all of which goes back to the economic hardship during the pandemic. So in conclusion, the study tries as much as possible to look at real challenges during deep crisis. What is it that governments can learn from it? The idea of resilience, I listened to when Professor Yusuf was also pointing at these resilient future societies, where we can be able to try as much as possible to manage real change during crisis, during such pandemic. Also, Professor Khalil also pointed at skills development. So over here, I have it as capacity in terms of capacity to foster readiness or preparation in terms of issues of this nature. Technological development in terms of the where the country is at the moment, to be able to help the society, help the education, help the two countries in terms of future crisis to be able to adapt easily. So in terms of policy, it's not detailed in the presentation, but in the manuscript, policy adjustment will be detailed. Provision will be made for detailed policy adjustments in order to reshape the education system that is agile, education system that can easily adapt to challenges of such nature. So this is where the presentation ends for now. I'm not sure if I'm heard clearly because I'm having some connectivity issues. My screen is fluctuating, moving up and down. However, I did a pre-recorded presentation, which I submitted to the organizers. Maybe they can make it available so that inputs and comments can be welcomed in terms of this particular presentation. Thank you for the opportunity for being part of AMNET conference. I hope and I pray that COVID-19 will disappear soon. Maybe the next conference we can be able to see each other physically, network, and move on from there. Thank you very much, everyone. Thank you, Udu, and don't worry because we are hearing you perfectly. So everything is okay. So I'm afraid that we have no time for the discussion, but we have some questions in the chat. So maybe I can send you by email and everybody can have the answers and we can share by email
all these thoughts and discussions. And thank you all the participants, because I think it was a very enrichment session and we have learned a lot with your presentations. And I hope you can we see when as Udo said, in the next time we can see each other with no screens between us. So thank you very much. Thank you very much. Thank you also. Thank you for you. Thank you.